Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui ne cessent de les soutenir pour que l'égalité des femmes soit reconnue. Pour cela, une fois par mois, Femmes et Pouvoir accueille un homme de pouvoir pour qu'il puisse nous partager son engagement, sa vision de l'exercice du pouvoir. Notre invité du mois s'appelle Yazid Sabek, président chez CS Communication Système et Team. Monsieur Sabek est un homme d'affaires français, dirigeant de 3 entreprises de services du numérique et des communications. Monsieur Sabek, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Alors, vous êtes un homme de pouvoir. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir? Écoutez, j'aime pas beaucoup le mot pouvoir, pour être très honnête. Je parlerais plutôt d'autorité, si vous me le permettez. L'autorité, c'est la manifestation du sens de la responsabilité et également de la légitimité. Très bien. Comment cette autorité, elle se traduit dans votre environnement personnel et professionnel? Écoutez, quand on est appelé à diriger une collectivité telle qu'une entreprise, on est désigné de façon naturelle et spontanée comme étant un chef, et diriger implique de l'autorité, d'abord de l'autorité. Et l'autorité, je viens de le dire, c'est d'abord le sens des responsabilités. On est forcément responsable de tous les actes que l'on commet, de toutes les orientations que l'on fixe et de tous les arbitrages que l'on rend face à n'importe quelle décision. Ça, c'est une première chose. Et on est responsable ultime. La rançon du pouvoir, c'est la responsabilité. Est-ce que vous avez noté une différence de l'exercice de cette autorité ou cette légitimité selon si on est un homme ou une femme? Ah, je crois pas. Non. Non, il n'y a pas de différence je dirais dans l'appréciation du progrès, notamment scientifique et technologique. Alors là, pour le coup, même si c'est un mot que je n'aime pas, pour la relation homme-femme, il y a une stricte identité. Un homme et une femme pensent, réfléchissent de la même manière, et sont aussi efficaces les uns que les autres. Je pense que les femmes ont un plus. Ah, Elles ont l'intuition. ah oui. Quel est le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? Parce qu'obligatoirement, vous en avez entendu. Écoutez, j'ai un ami britannique. Les Britanniques sont des gens qui sont bien élevés. Normalement. Et il s'est pris de colère vis-à-vis de sa femme, un jour en public, mais vraiment au cours d'un repas, et elle exprimait un point de vue, et il l'a abruptement éconduit, et lui a dit « pont ». Elle était enceinte. C'est horrible, mais oui, pour moi, c'est violent. C'est-à-dire le cantonnement, c'est une expérience, j'ai trouvé d'une telle violence, d'une telle agressivité. Vous me disiez que pour moi, c'est le sexisme absolu. De cantonner une créature, fût-elle une femme à une fonction purement biologique, c'est une chose qui était horrible pour moi. Voilà. Ah oui, je comprends. J'ai pas de mots par rapport à ça, tellement je trouve que c'est choquant en effet. C'est très choquant et très violent. Le sexisme est violent. Bah oui, le sexisme est très très violent. Alors, on vient de fêter les 20 ans de la Charte de la diversité. Quel est votre bilan? Écoutez, c'est un bilan mitigé. Nous avons entrepris le développement de cette charte, Laurence Ménuri et moi, parce que je voulais traduire en France. La France est un pays qui est très comparable aux États-Unis. Il y a une immigration interne ou externe immense. Il y a eu des mouvements de population dans le territoire français, mais également par des ajouts de population venant des pays voisins, des colonies, font que la France est un pays qui est bâti sur une identité diverse. Ouais. Voilà. Et donc qui n'est pas organique. Une nation organique, c'est une nation où il y a un territoire, un peuple qui se reconnaît comme tel, une culture, une langue, une civilisation, une religion, peu importe, mais il ne reste plus beaucoup des États organiques. Mais la France est un pays qui n'est pas un État organique. Il est fondé sur des valeurs et la reconnaissance d'un destin commun, consensuel, tout ce qu'on peut imaginer, et puis des valeurs qui tiennent d'ailleurs chez nous de devise, qui est la liberté, l'égalité et la fraternité. Les États-Unis sont constitués de la même manière. C'est une société qui est une société faite de migrants, qui est fondée sur sa diversité, avec des valeurs qui sont assez comparables aux valeurs françaises. Je ne mettrai pas la fraternité, mais en tout cas la liberté, la démocratie, le sens de la justice,
c'est quelque chose ce sont des valeurs qui sont profondément enracinées dans la société américaine et ils ont entrepris des processus pour faire respecter ces principes. Ouais. Et je trouve qu'ils sont en avance. Ils étaient en avance sur nous parce qu'ils ont eu des douleurs. Nous, on a eu de la décolonisation, ils ont eu l'esclavage. Ensuite, ils ont eu des guerres civiles internes qui les ont conduits à concevoir un modèle de société qui est un modèle de société qui est exigeant, mais qui est fondé sur le droit et sur la justice. Ils n'ont pas vaincu le racisme, ils ne se sont pas métissés, peu importe. Ce que je considère, c'est que c'est quand même une nation qui a connu ses erreurs, elle a créé des obligations, et ils ont mis en place des processus pour corriger, pour introduire ce qu'on appelle l'équité. Ouais. Et j'ai voulu le faire également en prenant copie de ces processus en France, où je pense que c'est adapté, et dans un monde qui est un monde important, qui est le monde de l'entreprise, c'est un monde de transformation, parce qu'on y passe d'échanges et de construction au plan social, parce qu'on passe dans une entreprise la moitié de sa vie active. Ouais. Donc c'est très important de le faire, et j'ai importé des États-Unis ces principes de diversité, d'équité, d'inclusion et de non-discrimination en France. Alors, on a commencé par une pétition de principe. Les entreprises ont très vite adhéré parce qu'elles sont confrontées aux enjeux de la diversité qui sont la cohésion de l'entreprise, également la socialisation des individus qui y travaillent. Et puis, troisièmement, ils sont confrontés à cette question de l'égalité de traitement qui est un très gros problème. Je parlais tout à l'heure de l'autorité, il y a également l'égalité de traitement qu'on a à l'endroit de ses collaborateurs, qu'on doit mettre en place dans l'organisation de ces processus d'entreprise. Donc, ça a démarré avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. J'ai demandé également à ce que ces principes de non-discrimination, d'égalité de traitement se traduisent également dans d'autres domaines, le logement, l'éducation. J'ai beaucoup poussé à ce qu'on développe tous ces programmes qui soient des problèmes inclusifs. Et finalement, après l'enthousiasme, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait de l'enthousiasme chez beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes, dans les entreprises, dans beaucoup d'institutions. Et j'ai plutôt constaté qu'il y avait certains freins qui ont résulté des institutions et de l'État. Est-ce que vous diriez, avec le recul aujourd'hui, que peut-être, à un moment, on a beaucoup parlé de la question des quotas, et ainsi de suite. Quel regard vous portez sur ça aujourd'hui? Un regard apaisé. Tous les moyens qui puissent faire progresser vers l'égalité de traitement et l'équité sont bons. Est-ce que vous avez une phrase ou une citation préférée? Puisque vous me parlez de préférence. La première, c'est une phrase d'Aristote. Aristote a beaucoup écrit sur la justice. Et j'aime beaucoup cette phrase. Moi, elle m'habite. C'est qu'il n'y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale des situations inégales. Ça s'appelle un syllogisme. Et je pense qu'il résume tout. Absolument. Le sujet de société. Et puis, deuxièmement, c'est une phrase simple. On m'a demandé un jour de dire ce qu'était pour moi la diversité. Eh bien, la diversité, c'est tout ce qui nous unit et nous rassemble en dépit de nos différences. Voilà deux phrases simples, mais qui, elles seules, rendent compte de tout mon engagement. Je partage. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Écoutez, l'homme d'État pour moi, qui m'a le plus frappé, c'est Lincoln. Et pourquoi? Parce que c'est un homme qui était épris de justice et d'équité. C'est un homme juste. Oui. Vous êtes très attaché justement à l'équité, à la justice, à l'égalité. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Déjà, c'est effacer les races. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? On me l'a déjà posé cette question et à chaque fois ça crée du désarroi chez moi. Je serais plusieurs animaux. Là, alors, le préféré, celui qui arriverait en tête. Écoutez, c'est la panthère. Et pourquoi? La panthère, pour une raison assez simple, c'est que la panthère est capable de se transformer de panthère colorée, les couleurs que l'on aime et qu'on reconnaît dans la panthère, qui sont assez uniques, ce jaune vers le doré avec le noir, et devenir toute noire, avec des nuances de noir. Ouais. Parce qu'une panthère noire est également une panthère tachetée. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir la capacité d'être le même animal dans les deux couleurs. C'est beau.
Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je ne vais pas vous dire Paris, parce que j'aime beaucoup Paris, mais évidemment. Mais je pense que ce serait Rome. Et Parce que pourquoi? pour moi, c'est une ville qui est une ville civilisée. Avec une grande histoire. Et une grande civilisation, Oui. surtout. Et je trouve que tous les symboles de cette ville, y compris sa population, traduisent le fait qu'ils ont toujours, les Romains ont toujours, les Italiens ont toujours quelques siècles d'avance sur nous. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo ou quelque chose en tout cas qui pour vous symbolise le pouvoir et la masculinité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Si oui, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Et sinon, pourquoi? Écoutez, effectivement, vous m'avez donné le fil de cette conversation. Finalement, j'ai beaucoup hésité, mais un objet qui symbolise ce que vous désirez, je n'en ai pas. Mon bureau est vide. Mais sur ma table, je n'ai rien d'autre qu'un bloc et quelques stylos. Et j'ai un écran comme tout le monde, j'allais dire aujourd'hui. Mais j'ai très peu de choses. J'ai pas d'objet, j'ai pas une main de justice, j'ai pas un trophée, j'ai rien de tout ça. J'ai pas d'objet talisman. Très bien. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grand, je voudrais être Yazid Sabeg », que lui diriez-vous? Eh bien, écoutez, je suis satisfait de la vie qui a été la mienne, satisfait de l'éducation et ce qu'ont m'ont donné mes parents, et je souhaite d'avoir la même chance que moi. Alors, on en arrive déjà à la fin de notre entrevue. Vous êtes un homme de pouvoir. Est-ce que vous pourriez me dire en un mot quel est votre super pouvoir? Probablement une très grande force de conviction. Excellent. Ben, ça sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Yazid Sabeg. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur le site de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci.